Donc on s'intéressait ici à une pompe qui fonctionne sur un mécanisme un peu particulier, on va dire. Le mouvement d'entrée est fourni ici par la rotation de l'arbre 1 sur lui-même, rotation continue, et ça va se traduire du coup par un mouvement alternatif du levier numéro 3 autour du point D, qui va entraîner en translation alternative le piston 4, et donc qui va permettre de transvaser le fluide dans notre système. On voulait donc dans un premier temps déterminer la position de I de 0, et pour ça on va avoir besoin de faire appel au théorème des 3 CIR, et je recommande pour l'utilisation du théorème des 3 CIR la notion de cercle des centres instantanés, c'est-à-dire qu'ici on a 0, 1, 2, 3, 4 solides, je vais les tracer sur un cercle. Voilà ici mes 4 solides dans mon mécanisme, et puis je vais relier chacun des nœuds que j'ai écrits ici par un arc sur lequel je vais marquer le centre instantané si je le connais. Entre 0 et 1, on a ici une liaison pivot d'axe A, Z, enfin les axes X, Y ne sont pas définis, mais d'axe A perpendiculaire au plan du tableau. Donc ça veut dire qu'entre 0 et 1, je vais pouvoir identifier le centre instantané de rotation qui est le point A. Entre 1 et 2, même principe, liaison pivot de centre B. Donc je vais pouvoir identifier le centre instantané de rotation entre 1 et 2. On va évacuer ça parce que je vais passer mon temps à taper dedans sinon. Entre 2 et 3, même principe, liaison pivot autour du point C. Entre 3 et 0, liaison pivot autour de D. Et puis après, entre 3 et 4 et entre 4 et 0, c'est des choses un petit peu particulières. Entre 3 et 4, il n'est pas forcément évident de savoir où est situé le centre instantané de rotation entre 3 et 4. On peut envisager que ce soit le point E, c'est pas forcément évident, c'est pas garanti non plus. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop m'engager là-dessus. Et pour la liaison entre 4 et 0, là aussi il y a une particularité, c'est que cette liaison entre 4 et 0, si je fais l'hypothèse de problème plan, c'est-à-dire si je bloque la rotation de 4 par rapport à 0 autour de l'axe du plan, cette liaison-là est en fait une liaison glissière. Et donc ça veut dire que dans la liaison entre 4 et 0, je vais pouvoir considérer que mon centre instantané de rotation est rejeté à l'infini dans la direction verticale. Et éventuellement, ça pourrait être intéressant. Alors ici, on voulait donc déterminer la position du centre instantané de rotation entre 2 et 0. Et c'est-à-dire que sur mon cercle des CIR, je cherche ce centre instantané de rotation. Et ce que je vais pouvoir identifier de manière quasiment immédiate avec le cercle des CIR, c'est que par l'application du théorème des 3 CIR, le CIR de 2 par rapport à 0 est forcément aligné avec la droite constituée par les CIR de 3 et 3, 0, donc c'est-à-dire avec la droite CD. Et je vais également pouvoir appliquer le théorème des 3 CIR pour identifier le fait que ce CIR I de 0 doit être aligné avec I de 1 et I1, 0, c'est-à-dire la droite BA. Donc droite BA, droite CD, et voilà ici le centre instantané de rotation de 2 par rapport à 0. Ensuite, on veut déterminer, donc tracer le vecteur vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Alors on connaît sa norme, elle est donnée ici dans l'énoncé 2 mètres par seconde. On donne ici une échelle. Donc ce qu'on va savoir, c'est que la norme du vecteur vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0 doit être de, ici on donne 1 mm par seconde pour 10 mm,
Et puisqu'on a une vitesse de 2 mm par seconde, ça donnera donc 20 mm pour le vecteur vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Alors moi ici j'ai choisi une longueur de brosse pour 2 mm par seconde. Et voilà ici le vecteur vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0, qui est perpendiculaire à la droite I10B, donc à la droite AB. Et à partir de ça, on veut en déduire la vitesse de C dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Ici, on a deux choses à faire. C'est changer le point d'application considéré et changer le repère dans lequel le mouvement est étudié. Donc pour faire ça, on va utiliser deux méthodes. Quand il est question de changer le repère du solide étudié, ou quand il est question de changer le repère dans lequel on étudie le mouvement, ce qui n'est pas le cas ici, mais c'est la même méthode qu'on utiliserait, c'est la composition des vitesses que l'on va appeler. Et puis pour changer le point d'application de la vitesse, on va utiliser l'équiprojectivité ou la répartition triangulaire des vitesses. Ici, la composition des vitesses, elle nous permet de dire que la vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 2, plus la vitesse de B dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Donc j'ai décomposé ma vitesse en passant ici par le solide 2. Et puis comme on a identifié ici le fait que le point B est le CIR de 2 par rapport à 1, eh bien ça veut dire que la vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 2 est nulle, et donc la vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0 est égale à la vitesse de B dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Donc j'ai fait ici la première étape, qui est de changer le solide étudié dans l'expression de cette vitesse. Et ensuite, il faut donc déterminer la vitesse de C par changement de point. On est là dans un cas particulier, hein, c'est-à-dire que la droite AB, elle est déjà à peu de choses près quasiment perpendiculaire à la droite BC. Donc ça veut dire que finalement, en traçant le vecteur vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0, j'ai déjà quasiment fait ma projection et je peux appliquer avantageusement l'équiprojectivité. Donc ce vecteur vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0, je vais le reporter ici. Et maintenant, ce que je sais, c'est que le vecteur vitesse de C dans le mouvement de 2 par rapport à 0 a une norme telle que sa projection sur la droite BC correspond au trait bleu que j'ai marqué ici. Et puis ensuite, ce que je sais, c'est que le vecteur vitesse de C dans le mouvement de 2 par rapport à 0 est forcément perpendiculaire à la droite I20C. Donc c'est parti, je vais tracer ici un vecteur perpendiculaire à I20C qui s'arrête sur la droite d'équiprojectivité et j'ai déterminé le vecteur vitesse de C dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Par composition des vitesses, je vais pouvoir immédiatement dire que ça, c'est aussi égal à la vitesse de C dans le mouvement de 3 par rapport à 0, puisque le point C appartient à la fois au solide 3 et au solide 2. Alors, je ne sais pas forcément si ça me sera utile, mais c'est toujours bon de le garder à l'esprit. Et à partir de ça, on veut déterminer la vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 0. Comment va-t-on procéder ici? Là encore, on a deux étapes à effectuer. Hein, c'est-à-dire que maintenant, on connaît la vitesse de C dans le mouvement de 3 par rapport à 0, on va dire. Et avec ça, on veut déterminer la vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 0. Donc ici encore, hein, il faut changer à la fois le point d'application de la vitesse, passer de C à E, et changer le solide dont on étudie le mouvement, passer de 3 à 4. Donc on va pouvoir utiliser la méthode de l'équiprojectivité, par exemple, ou la méthode du centre instantané de rotation pour passer du point C au point E.
Alors si vous appliquez la méthode de l'équiprojectivité, ici, ça ne vous donnera rien de particulier parce que le vecteur vitesse de C dans le mouvement de 2 par rapport à 0 est orthogonal à la droite I de 0C par définition. Et c'est justement sur cette droite-là que vous voulez projeter quand vous voulez passer du point C au point E. Donc l'équiprojectivité, ici, elle sera absolument inefficace. Du coup, ça veut dire qu'on va utiliser la deuxième méthode, qui est la méthode du centre instantané de rotation. Et je vais juste récupérer une couleur complémentaire. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, puisque je sais que le point C tourne dans le mouvement de 2 par rapport à 0 autour du point I de 0, eh bien, je vais pouvoir tracer cette droite qui est la droite vitesse de C dans le mouvement, enfin, la droite qui passe par le sommet du vecteur vitesse de C dans le mouvement de 3 par rapport à 0, et par le CIR, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, en fait. Parce que je vais m'intéresser ici, en fait, au mouvement de C dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Donc je vais plutôt tracer cette droite-là, qui passe par le CIR de 3 par rapport à 0, qui est le point D, et qui passe par le sommet du vecteur vitesse de C dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Et de cette façon-là, je vais transformer en quelque sorte le vecteur vitesse de C dans le mouvement de 3 par rapport à 0 en vitesse de E dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Et la répartition triangulaire des vitesses va me donner ce vecteur vitesse de E dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Et ensuite, connaissant la vitesse de E dans le mouvement de 3 par rapport à 0, je veux déterminer maintenant la vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 0. Ici, il est question de changer le solide d'étude, donc je vais utiliser une nouvelle fois la composition en disant que la vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 0, c'est la vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 3, plus la vitesse de E dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Et maintenant, ce que je vais pouvoir dire pour terminer, c'est que puisque le solide 4 est en mouvement de translation d'axe horizontal par rapport à 0, eh bien, ça veut dire forcément que le vecteur vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 0 est un vecteur qui est porté par la droite horizontale passant par E. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Là, on arrive avec cette dernière question sur le point le plus délicat dans cette résolution. Donc ça veut dire que vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 0, j'ai déterminé une information à propos de ce vecteur-là. Vitesse de E dans le mouvement de 3 par rapport à 0, lui, je le connais. Il me faudrait déterminer encore une information à propos de vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 3. Et ici, entre 4 et 3, on a un contact sphère-plan. Et donc, ce qu'on sait dans le contact sphère-plan, c'est que pour assurer la permanence du contact entre 4 et 3, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de décollement et pour qu'il n'y ait pas non plus d'interpénétration de la matière, il faut forcément que le vecteur vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 3 soit porté par le plan de contact entre les deux solides. Et donc je vais pouvoir identifier pour ce vecteur vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 3 le fait que sa direction est forcément celle de la droite CD. Et alors je vais reporter ma construction sur le côté pour un peu plus de lisibilité parce que mon schéma commence à être un peu encombré. Mange pas ça. Il est là.
E, pardon. Ce sont des E ici. Donc voilà ici le vecteur vitesse de E dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Et les deux droites directrices du vecteur vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 0 et vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 3. Et maintenant, ce que je sais, c'est que avec ces trois directions-là, il faut que je construise un triangle pour lequel je connais la longueur d'un des côtés, qui est déterminée par la norme du vecteur vitesse de E dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Et donc, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est tracer une droite parallèle, par exemple, à delta VE de 4 par rapport à 3 au niveau du sommet du vecteur vitesse de E dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Et ce que je sais maintenant, c'est que le vecteur vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 0, c'est la somme d'un vecteur vitesse de E dans le mouvement de 3 par rapport à 0 que je connais, plus un vecteur vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 3, qui est ici. Et donc j'ai identifié ici vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 0. Disons 5/6 de brosse. Donc ça me donne 5/6 de 2 mm par seconde, de 2 mètres par seconde, pardon, pour la vitesse de E dans le mouvement de 4 par rapport à 0.